Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Avec le programme Artemis et le projet de base lunaire sino-russe ILRS, vient se poser la question des habitats lunaires. Si ces nations souhaitent s'établir à long terme à la surface de notre satellite, elles doivent être capables de fournir un environnement de survie pour leurs astronautes. Cela reste cependant une option. Il est aussi tout à fait possible d'envisager des vols habités vers la Lune, sans avoir recours à un habitat dédié. Le vaisseau par lequel les astronautes arrivent et repartent peut ainsi servir de refuge pour les quelques heures ou jours que dure une mission à la surface. C'est la solution qui a été choisie lors du programme Apollo. Sur Mars, en revanche, il n'est pas vraiment possible d'envisager une mission de quelques jours seulement. Les fenêtres de voyage entre la planète bleue et la planète rouge s'ouvrent tous les 26 mois. Dans la plupart des architectures, il faut aussi prendre le temps de produire des ergols sur place et de remplir les réservoirs pour le vol retour. Enfin, il serait dommage de déployer les efforts colossaux nécessaires à l'envoi d'humains sur Mars pour ensuite se contenter d'un séjour de quelques dizaines d'heures. Parmi les nombreuses architectures de voyage martien qui ont été proposées, la durée du séjour à la surface varie ainsi entre 30 jours et un voyage sans retour. Dans tous les cas de figure, il faut alors prévoir les systèmes qui permettront aux équipages de survivre pendant leur mission à la surface de Mars. Avec un vaisseau immense comme le Starship, il est peut-être possible de se passer d'un habitat dédié. Un vaisseau constitue cependant une base qui n'est pas vraiment optimale, surtout lorsqu'elle est haut perchée et qu'il faut la remplir d'ergols, comme c'est le cas pour le vaisseau de SpaceX. Lorsqu'on souhaite installer un équipage pour plusieurs mois ou plusieurs années, il devient raisonnable de leur fournir un espace de vie et de travail directement à la surface, un véritable habitat martien. Un habitat martien serait un espace confiné dans lequel un groupe d'humains serait capable d'évoluer sans combinaison. Concevoir un tel espace est bien sûr complexe, puisque sur Mars, l'atmosphère est très fine, le niveau de radiation à la surface est élevé et les températures peuvent descendre très bas. Il faut aussi se protéger des micrométéorites, limiter la quantité de poussière qui peut rentrer à l'intérieur et alimenter cet espace en oxygène et en tout ce que des individus ont besoin pour survivre. Idéalement, ça doit aussi être un espace de travail, un laboratoire d'analyse par exemple. Et le tout doit être capable de rester stable pendant les mois ou les années que durerait la mission. Avec toutes ces contraintes, on peut facilement imaginer qu'un habitat martien et toutes ses fonctions annexes seraient une structure très massive. Au moins autant qu'une station spatiale. L'ISS, avec ses 420 tonnes, nous donne une idée du défi à relever. Mais l'ISS peut compter sur un train logistique depuis la Terre. Elle est ravitaillée par des vaisseaux cargo plusieurs fois par an. Un habitat martien n'aurait pas cette chance et devrait donc endosser des fonctions supplémentaires, notamment du côté de la production de nourriture. Voilà qui rajoute encore quelques centaines de tonnes au dispositif. Un rover comme Perseverance affiche une masse d'environ 1 tonne. C'est pour le moment ce que l'humanité est capable de produire de mieux en termes de transport vers Mars. On est donc très loin du compte par rapport à la construction d'une base locale. Des solutions semblent néanmoins se dessiner. SpaceX espère être capable d'emporter une centaine de tonnes vers la surface de la planète rouge grâce à son vaisseau Starship, dans un laps de temps relativement court. La démonstration des capacités de l'engin devrait être faite sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Mais même avec cette capacité, un véritable habitat martien demanderait un effort logistique conséquent. Heureusement, Mars possède un gros avantage par rapport à l'ISS, la présence de ressources et de matériaux de construction locaux. Ils peuvent permettre d'alléger le besoin d'emport d'un habitat martien à plusieurs niveaux. L'exemple le plus simple concerne le blindage contre les micrométéorites, les radiations et l'isolation thermique. On peut facilement imaginer construire une base martienne minimaliste dans son niveau de protection, pour ensuite la recouvrir d'une épaisse couche de régolithe martien. Ce dernier n'a pas besoin d'être amené depuis la Terre, et on peut donc probablement y gagner quelques dizaines ou centaines de tonnes sur la structure. On peut aussi imaginer que les modules de l'habitat reposent sur des structures gonflables. Le concept a été démontré par le module BEAM de Bigelow, qui est rattaché à l'ISS depuis 2016. Ce dernier offre un volume pressurisé de 16 mètres cubes pour une masse d'1,4 tonne.
Un habitat martien conçu avec cette technologie pourrait ainsi voir sa masse réduite, tout en conservant une protection optimale, qui pourrait en plus être renforcée par l'ajout d'une couche de régolithes. Il est possible de pousser l'utilisation du régolithe martien plus loin, en faisant un matériau de construction structurelle, et donc capable de supporter une certaine charge. Pour ce faire, il faut mettre au point des techniques de fabrication de béton martien. Cela permet alors d'imaginer des structures et des habitats imprimés en 3D. Et c'est exactement ce que la NASA a proposé de faire lors d'une compétition entre 2015 et 2019. Plusieurs équipes se sont affrontées pour construire un habitat à l'échelle 1/3, à partir d'un analogue du régolithe martien. La solution permet de grandement alléger la quantité de matériaux qui a besoin d'être amené depuis la Terre. Elle requiert en revanche une source d'énergie conséquente et l'acheminement de machines de construction plutôt imposantes. Les candidats du concours ont produit de nombreux designs assez différents qui nous permettent de nous plonger dans les contraintes et les solutions qui entourent les habitats martiens. Le vainqueur est l'entreprise new-yorkaise iSpace Factory qui a proposé ces habitats hauts et étroits qui portent le nom de Marsha. Sa forme répond à plusieurs contraintes martiennes. En construisant en hauteur plutôt qu'en longueur, le robot limite sa zone de travail à la surface de Mars, ce qui permet de limiter les risques liés au terrain. Il est par ailleurs possible d'avoir recours à un robot de fabrication, qui soit assez compact mais doté d'un grand bras gru. Cela permet aussi de diminuer le stress lié à la différence de pression et au changement de température sur la structure. Comme les vents martiens sont très faibles par rapport à ceux de la Terre, la forte prise au vent de la structure a un impact très faible. À l'intérieur, l'isolation thermique est assurée par une double paroi. Les différents espaces peuvent être aménagés pour subvenir aux besoins de vie, de travail et de divertissement. Bref, Marsha a tout de l'habitat martien idéal, et c'est probablement la raison pour laquelle la NASA lui a décerné la première place du concours. Il n'est cependant pas dit que le premier habitat martien soit aussi sophistiqué. Marsha demande des infrastructures de construction massives, et la NASA ou toute autre agence qui tentera le voyage pourrait être tentée de faire plus léger, voire plus mobile. Quand on pense à un habitat, on imagine en premier lieu une structure fixe. Mais l'intérêt de séjourner sur Mars pendant de longs mois est de permettre une exploration approfondie de la planète rouge. Pour répondre à ce besoin, il n'est peut-être pas si judicieux de fixer géographiquement les fonctions de support de vie de l'équipage. Depuis quelques années, le JPL travaille ainsi sur un système d'habitat mobile, monté sur de grands pieds dotés de roues. Dénommé Triathlete, il est pensé pour la Lune aussi bien que pour Mars. Plusieurs prototypes ont été développés. Une version opérationnelle serait capable de transporter un habitat de 8 mètres de long et 3,5 mètres de diamètre sur des terrains accidentés, permettant ainsi à un groupe d'explorateurs de s'éloigner à grande distance de leur lieu d'atterrissage. Cela permettrait probablement de multiplier les résultats scientifiques d'une mission martienne au détriment du confort de l'équipage. Il est cependant difficile d'imaginer qu'un habitat aussi compact puisse suffire à répondre à tous les besoins humains. Surtout si la mission est longue. Une des contraintes auxquelles il aurait du mal à répondre est la production locale de nourriture. Emporter tous les aliments nécessaires au voyage suppose à la fois une masse accrue et une nutrition pauvre, complètement dénuée de produits frais. Il apparaît donc préférable, voire nécessaire, qu'un habitat martien fasse un peu de place pour un jardin potager. De ce côté, il est possible d'imaginer presque toutes les formes et les surfaces. Des expériences ont déjà été menées à bord de l'ISS qui ont permis aux astronautes de consommer quelques feuilles de salade produites localement. Cela offre le double avantage d'amener une source de nutriments renouvelables d'excellente qualité, ainsi que de soutenir le bon moral des équipages en introduisant un lien avec d'autres espèces issues de la Terre. Pour qu'un tel système fonctionne, il doit être adapté aux rigueurs de Mars. Il faut donc utiliser des espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, qui croissent rapidement, qui offrent un fort potentiel nutritif et qui produisent très peu de déchets. Il faut aussi leur fournir un habitat adapté, offrant un apport en eau, en nutriments et en lumière. De ce côté aussi, la NASA a mené une compétition en 2019 qui a été remportée par une équipe de l'université de Dartmouth. Ils ont imaginé un système hydroponique complet d'un peu moins de 10 tonnes, capable de faire pousser 8 espèces différentes et pouvant supporter les besoins d'un équipage de 4 personnes pendant 600 jours. La croissance des plantes est supportée par des LED et un réservoir situé en hauteur permet d'assurer l'arrosage.
Toutes ces idées peuvent bien sûr être combinées pour concevoir un habitat martien à la fois efficace et peu massif. Il reste cependant encore beaucoup de démonstrations de technologie à effectuer sur bien des aspects. C'est pourquoi un vol habité vers Mars reste une perspective lointaine. Quand bien même le Starship serait opérationnel dans 2 ans, il ne résout pas tous les problèmes liés aux infrastructures martiennes. Nous n'avons évoqué aujourd'hui que ceux liés aux habitats, mais il faut aussi penser à la production d'électricité, d'ergols, à la mobilité ou aux télécommunications. Des défis au moins aussi complexes qui demanderont encore bien des années d'efforts. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 27 juin à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.